Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans ces débats habituels sur l'Amérique latine, un spécialiste d'Amérique latine, le professeur Denis Rolland, qui a été professeur des universités. Je lis la rubrique telle qu'il a sans doute suggéré à l'éditeur, à Strasbourg, à Sciences Po, membre de l'Institut universitaire de France, directeur adjoint scientifique au CNRS, puis qui a basculé dans l'administration de l'éducation nationale comme recteur en Guyane, Dijon, Caen, Rouen et inspecteur général de l'enseignement supérieur. Il y avait la matière probablement à écrire beaucoup de livres sur la sociologie de l'administration supérieure du ministère des universités, sur l'Amérique latine, mais le livre que vous venez de publier est tout à fait inattendu. C'est un livre qui porte sur un éditeur qui n'est pas parmi les plus grands éditeurs français, mais qui est un éditeur qui est connu notamment beaucoup en Afrique et au Moyen-Orient, l'Harmattan. Alors pourquoi, avec le curriculum que vous avez, on s'attendrait plutôt à d'autres livres qu'à un ouvrage portant sur l'histoire d'une maison d'édition? Alors c'est assez simple. L'Harmattan a été mon premier éditeur, comme ça a été l'éditeur au départ d'Alain Mambankou, de nombreux auteurs des Caraïbes ou d'Afrique. Et aujourd'hui, les fondateurs de l'Harmattan sont très âgés et la mémoire des origines pouvait se perdre. Et donc ça a commencé comme ça, en me disant, en 2019, il faudrait vraiment qu'on connaisse l'origine de cette maison d'édition. Non pas parce que je la connaissais, je l'ignorais complètement, mais parce que une maison d'édition qui publie beaucoup de jeunes auteurs, qui publie beaucoup de sciences humaines et sociales, qui publie quand même, par exemple, beaucoup sur l'Amérique latine aussi, là où d'autres éditeurs sont quand même un peu frileux, parce que la diffusion d'ouvrages sur l'Amérique latine, universitaire, est quand même souvent assez modeste, eh bien, je me suis dit qu'il fallait préserver cette mémoire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis là, le naturel est revenu au galop, je suis historien, et je me suis dit que je ne pouvais pas écrire les mémoires des fondateurs, qu'il fallait que je fasse un livre d'histoire. Et donc j'ai commencé des heures, des dizaines d'heures, des centaines d'heures d'entretien avec les protagonistes pour comprendre comment, dans le sillage de la déchristianisation en France, de la décatholicisation en particulier, dans le sillage de Vatican II, dans le sillage des décolonisations, dans le sillage de mai 68, pourquoi finalement une nouvelle maison d'édition arrivée sur le marché parisien en 1975, d'où ça venait? Il y avait déjà présence africaine, il y avait déjà la découverte, pour prendre deux repères, au milieu desquels va s'insérer cette nouvelle maison d'édition qui a failli s'appeler la maison d'édition des 80, sauf qu'il y avait déjà une librairie qui s'appelait comme ça, donc ça marchait pas, et donc ils ont cherché un nom à un moment et c'est devenu l'Harmattan. Donc c'est ça, c'est l'historien qui s'est dit que finalement, si on regarde les grands historiens de l'édition, je pense à Jean-Yves Mollier par exemple, ou même l'histoire culturelle, ce qui a été écrit sur Louis Hachette, sur Gallimard, sur les éditions du Seuil, sur la découverte, etc. Et finalement, à chaque fois, on étudie le fonctionnement d'une maison d'édition, sa croissance, son développement, etc. Mais très peu comment ce processus de naissance s'opère, comment cette jeunesse se fait. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'était comprendre d'où sortait l'Harmattan, quel avait été le processus de création et essayer d'expliquer les premières années d'existence. Mais il y a une dimension personnelle malgré tout, parce que ce n'est pas n'importe quelle maison d'édition qui a été l'objet de cette étude, c'est une maison d'édition qui vous a publié. Oui, voilà, il y a un rapport personnel quand même au sujet. Et de manière assez étonnante, quand mon premier livre, c'était ma maîtrise, donc c'était un petit travail, que les publications de la Sorbonne... Sur le Mexique. Sur les organisations internationales, avant. Ah, d'accord.
Et donc, ce livre, les publications de la Sorbonne, voulaient bien l'éditer, mais voulait un coéditeur en disant l'Amérique latine, en plus un livre sur les organisations internationales d'Amérique latine, nous on ne sait pas faire. Et donc mon premier contact, ça a été cela, ça a été de passer rue des Écoles chez le libraire souvent où j'allais m'approvisionner, qui était aussi éditeur, et lui demander, voilà, j'ai un contrat d'édition de publication de la Sorbonne, mais je cherche un coéditeur mieux équipé sur l'Amérique latine. Et tout de suite, le directeur d'alors de la maison d'édition m'a dit, bah oui, très bien, on y va. Donc c'était ça mon premier contact. Donc c'est vrai que c'est un peu une forme de retour en hommage sur cette maison d'édition qui accepte de publier beaucoup de nouveaux auteurs. Mais qui sait aujourd'hui que Marie Scondé, qui a quand même été prix Nobel alternatif de littérature, une année où le prix Nobel de littérature n'a pas été remis pour des histoires assez sombres et internes, eh bien, a publié ses travaux universitaires à l'Harmattan. Qui sait que Wolfson Inca, le premier prix Nobel de littérature africain, de langue anglaise, lorsqu'il a été nobélisé, finalement, le seul endroit où on pouvait trouver sa littérature, c'est son théâtre en traduction, c'était par les éditions L'Harmattan et un éditeur qui avait été racheté. Et par la suite, il y a eu une coopération beaucoup plus étroite entre vous et l'éditeur qui vous a demandé de diriger une collection sur l'Amérique latine. Voilà, c'est en 1986, je pense, que lorsqu'on était en train d'éditer ma thèse, sur le Mexique précisément, et tu as de très très bons souvenirs sur le Mexique pendant les années de Seconde Guerre mondiale et ses relations internationales. Eh bien là, à ce moment-là, pendant ce processus de fabrication, l'éditeur m'a dit, écoute, on n'a pas eu pendant très longtemps de directeur de collection, je ne le savais pas, et encore moins sur l'Amérique latine, même s'il y avait une galaxie latino-américaine autour de la création de l'Harmattan et de la librairie de l'Harmattan, qui était l'ancienne librairie luso-brésilienne. Eh bien, là, il m'a dit, bah, si jamais tu voulais t'occuper de l'Amérique latine chez nous, oui, ça m'intéresserait. Mais tout ça, c'est postérieur. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu écrire le livre. C'est la question que j'allais poser. C'est un peu un paradoxe. Ce que vous connaissez le mieux pour l'avoir vécu de l'intérieur n'est pas dans ce livre. Et oui, mais parce que personne ne le connaissait et que je ne le connaissais pas non plus. Et c'est moi, historien, j'ai besoin de cette distance aussi. C'est-à-dire que j'avais envie d'écrire des choses sur lesquelles je ne connaissais rien a priori. Et ni l'histoire religieuse, on va peut-être y venir, ni l'histoire de cette gauche chrétienne ou pas des années 60, ni l'histoire réellement des décolonisations n'était, comme on dit familièrement, ma tasse de thé. Donc je me suis dit, tiens, je vais apprendre des choses, et c'est peut-être le privilège de l'âge qui... Et est-ce que vous allez passer le pas et prendre le risque d'écrire sur ce que vous avez connu de l'intérieur? Est-ce qu'on peut s'attendre à un tome 2 sur la période donc après 1980? Alors, on me le demande. Je ne suis pas sûr pour l'instant. Franchement, j'ai pas envie. J'ai d'autres projets d'écriture qui doivent passer avant. Et puis, ce qui m'intéressait, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est là, c'était la période très militante de l'Harmattan. Je pense que l'Harmattan est resté militant dans tout un tas de domaines, mais là, c'est une période où effectivement, nul ne cherche à gagner de l'argent, la question de marketing n'existe pas, la question du management à l'intérieur n'existe pas, on travaille avec des bonnes volontés, des militants, des ONG, un regroupement associatif assez fort autour de l'Harmattan, et c'est ça qui m'intéressait. Donc la suite, peut-être un jour, mais il faudrait que je vive longtemps. Cet esprit des origines qu'on revoit dans le livre, qui est très bien décrit, ce lien avec des ONG, avec des mouvements de libération nationale, est-ce qu'il est toujours aussi vivace et présent dans les publications de l'Harmattan aujourd'hui? Alors, il est présent, peut-être plus ouvert, c'est-à-dire que ça va plus être la lutte pour l'indépendance du peuple sahraoui, la lutte en faveur de l'indépendance de Timor, ou aussi d'ailleurs une réflexion très avancée sur l'indépendance inachevée des Outre-mer français. À cette époque-là, dans les années 70, c'est quelque chose qui est en ébullition.
eh bien, l'esprit militant, oui, il existe toujours, parce que quand l'Harmattan publie aujourd'hui des dizaines et des dizaines de livres sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, ce ne sont pas des livres rentables. Ce sont des livres à très faible rentabilité pour le peu s'il y a rentabilité. Mais un public en France ou sur un public à l'international. À l'international aussi. Je crois que l'Harmattan aujourd'hui a 10% de ses revenus par le numérique, mais c'est inégal. C'est-à-dire qu'en sociologie, on lit encore beaucoup sur le papier, mais dès que les ouvrages sont sur l'Amérique latine, sur l'Asie, sur le Moyen-Orient ou sur l'Afrique, beaucoup de lectures se font en numérique. Et donc le numérique est effectivement important, mais ça ne nous empêche pas de faire des thèses. On a une collection, par exemple, de traduire l'Amérique latine, de traduction de textes philosophiques, de textes de base de la littérature, de la pensée latino-américaine. Là, c'est autre chose. Je voulais revenir un peu à l'esprit des origines, où il y avait ça, mais il y avait aussi beaucoup de littérature militante, je dirais. Oui, ben, il y en a toujours, avec d'ailleurs parfois, mais le militantisme n'est pas le même. D'accord. Donc on reçoit aujourd'hui des textes parfois moins formatés par un esprit associatif, moins formatés par un esprit syndical ou politique, et donc il faut regarder un peu attentivement à l'intérieur pour savoir si la pensée qui est exprimée à l'intérieur est bien conforme aux valeurs de l'Harmattan, parce que l'Harmattan s'est inscrit, comme il le dit dans son logo, au carrefour des cultures, au carrefour des valeurs, hein, donc avec un esprit ouvert, mais voilà, on n'a pas envie de promouvoir aujourd'hui à l'Harmattan des valeurs qui ne nous conviendraient pas, qui ne seraient pas respectueuses des droits de l'homme. Hein. En poussant le paradoxe un peu plus loin, ce qu'on pourrait dire, c'est ce que suggère d'ailleurs Alain Rouquier dans un de ses livres, qu'en France, au jour d'aujourd'hui, écrire sur l'Amérique latine relève du militantisme, parce qu'il n'y a plus le même lectorat, le même intérêt qu'à une autre époque. C'est vrai, je crois que c'est clair que dans les années 80, écrire quelque chose sur l'Amérique latine, c'était senti, ressenti, ça avait un écho. Aujourd'hui, on n'a pas le même lien, c'était quand même l'intérêt porté aux dictatures latino-américaines, à la sortie des dictatures, hein, l'accompagnement de tout ce qu'on pouvait faire des gauches au pluriel latino-américaines, c'est des vraies valeurs. Enfin, le premier mandat de François Mitterrand était profondément lié à l'Amérique latine, donc ça montrait, même la campagne présidentielle d'ailleurs qui l'avait précédée, donc ça montrait tout cet intérêt et une forme de solidarité militante avec l'Amérique latine. Le 10 mai, ça marche vers le Panthéon avec un certain nombre d'écrivains latino-américains. Bien sûr, et puis même une tournée en Amérique latine, voilà, il y a eu 2 tournées. Mais je crois que c'est important de dire que oui, aujourd'hui, écrire sur l'Amérique latine, c'est déjà s'inscrire en faux par rapport à une logique commerciale ou de diffusion, ce qui n'empêche pas justement Alain Rouquier, Serge Kosinski de faire des livres qui ont un véritable écho. Mais quand l'Harmattan, Cartala, d'autres éditeurs plus ou moins universitaires publient des travaux universitaires sur l'Amérique latine, oui, c'est un acte de militantisme. Même si dans cet acte de militantisme, si en plus il y a des valeurs chargées, ça nous va bien à l'Harmattan. Alors pour revenir aux orientations en grande ligne de l'éditeur, est-ce que la rupture entre les 2 fondateurs a eu une incidence sur les choix de publication, sur les grandes lignes de travail de l'Harmattan? Est-ce qu'il y a eu une spécialisation, l'un plus militant, l'autre plus universitaire? Je veux parler de Cartala, qui a été créé après la scission qui s'est passée, si je comprends bien, mais c'est une étude sérieuse, de façon, le mot est utilisé, assez violente. Oui, alors je ne pense pas. Je pense que là où il y a un cap un peu plus précis de fixé, c'est dans la naissance de Cartala. Puisque l'Harmattan, entre 1975 et 1980, éditeur très militant, très engagé autour des derniers combats de décolonisation, très engagé autour de cette
gauche qu'on va retrouver autour du PSU notamment, hein, mais de la CIMAD, du CCFD, de témoignages chrétiens. Voilà, on a un petit peu la galaxie des valeurs d'origine de l'Harmattan. Eh bien, l'Harmattan va continuer un petit peu sur la même ligne avant et après la scission. Ce qui change, c'est que Denis Prien avait envie de produire plus. Denis Prien, qui était l'un des deux cofondateurs, voulait produire un peu plus, voulait, si besoin est, publier des livres un peu moins léchés, parce qu'il y avait urgence sur le contenu, alors que Robert Agenot, lui, voulait faire un véritable travail éditorial, patient, attentif, peut-être un peu plus détaché d'un certain nombre de militantisme, mais je crois que les deux maisons d'édition sont devenues complémentaires, c'est-à-dire que l'Harmattan est resté dans les locaux antérieurs, Cartala est allé à la frontière du quartier latin parce qu'il n'avait pas le droit de s'installer à l'intérieur. Décision de justice. Décision de justice, en fait, décision avant décision de justice commune, pour éviter une concurrence trop proche. On ne pouvait pas s'installer plus proche du quartier latin que boulevard Arago. Et finalement, les deux maisons d'édition vont continuer à faire un travail complémentaire. Je vous dis, travail moins intensif, parfois plus attentif côté Cartala, travail très intensif, peut-être un peu plus militant, dans certains cas un petit peu moins léché du côté de l'Harmattan, mais ça dépendait des directeurs de collection. Après, l'Harmattan, entre 75 et 80, c'est une édition sans directeur de collection, pratiquement. C'est Robert Agenot qui dirige l'édition, avec la complicité active de Denis Prien et un réseau. Après, finalement, à l'Harmattan comme à Cartala, il y a le tournant des directeurs de collection, et donc on va identifier des collections selon leur optique, selon les choix qui sont faits, et parfois les choix militants aussi. Alors, je reviens sur cette rupture de 1980 et je pose une question sur l'après, par pure curiosité. Donc les deux maisons d'édition sont complémentaires, mais est-ce qu'elles se parlent? Est-ce qu'il leur arrive de coopérer dans le concret aujourd'hui? Alors aujourd'hui, oui. C'est-à-dire que j'ai moi-même, pendant les 3 années d'écriture de cet ouvrage, navigué beaucoup entre Cartala et l'Harmattan, mais navigué dans la galaxie des origines. Donc ça peut être aussi un éditeur comme Sepia, qui est une scission après de Cartala. Mais voilà, donc oui, ils se parlent. Ils se sont pas beaucoup parlé entre 1980 et le 21e siècle. Voilà. Chacun a fait son travail. Cartala, parfois, à mon avis, donnant le sentiment de se protéger vis-à-vis de l'Harmattan. Mais le premier client libraire de Cartala, ça a été immédiatement l'Harmattan. Donc ça veut dire qu'on n'est pas rentré dans des chicanes sans fin et sans sens. Voilà, chacun a développé sa complémentarité et les deux cofondateurs, Robert Agenot et Denis Prien, se sont retrouvés à plusieurs reprises dans des colloques ensemble, sans s'ignorer et en étant polis et sympathiques l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà. Bon, je reviens sur les deux fondateurs. C'est encore un des aspects un peu surprenants du livre. C'est une histoire d'une maison d'édition, d'une librairie, mais en couverture, on voit deux personnes. Et effectivement, lorsqu'on lit le livre, il est grossièrement partagé en deux parties. La deuxième partie, c'est l'histoire des éditions L'Harmattan. Et la première partie, c'est la biographie, finalement, essentiellement de Denis Prien. Alors c'est plus compliqué que ça. Ça commence avec Denis Prien, oui, parce que ça a été le premier fil de la pelote que j'ai tiré, et aussi parce que cet itinéraire-là était assez proche du second. Hein, c'est assez proche de l'itinéraire de Robert Agenot. D'accord. Tous les deux sont des jeunes ruraux, de familles pauvres pour Denis Prien, du nord de la France, de familles très modestes de la Vendée
pour Robert Agenot, tous les deux sont nés dans des familles catholiques où l'horizon rural était le catholicisme, ont été pris en main par ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des prêtres de proximité qui les ont conduits vers le petit séminaire. C'était à cette époque-là une forme de réalisation des familles catholiques, d'envoyer un de ses enfants au petit séminaire. Et puis comme c'était de bonnes recrues, des recrues attentives, avec un développement d'intérêt de plus en plus grand. Ils sont passés au grand séminaire, et du grand séminaire, ils sont allés à Rome, et ils se sont retrouvés tous les deux dans le même tube, entre guillemets, la même congrégation religieuse, qui est une congrégation missionnaire, parce que tous les deux ont fait, avec leur champ de vision de petit catholique rural, le choix d'une congrégation missionnaire pour aller en Afrique, et ils se retrouvent chez les Pères du Saint-Esprit, formés à Rome, à la Grégorienne. Et là, vous imaginez ce qui se passe de deux jeunes ruraux, avec toutes les œillères qui ont été données par une église catholique bien étroite, à cette époque-là quand même, avant Vatican II, même si ils vont trouver dans certains séminaires des profs de philosophie, etc., qui vont leur ouvrir un peu déjà le panorama. Ils se retrouvent à Rome, c'est la nouvelle vague, c'est le néoréalisme, c'est aussi Rome, une des villes bases de la décolonisation. Le FLN est très implanté, par exemple, à Rome, et c'est sa base. Léon Gontran Damas se retrouve à Rome. Enfin, il y a plein de militants des causes. Léon Gontran Damas, pour ceux qui ne suivent pas la créolité, c'était avec le cofondateur de la négritude avec Senghor et Césaire. Voilà, et on retrouve justement ces grands intellectuels de la négritude, on va les trouver aussi à Rome. Donc c'est dans ce milieu-là que vont évoluer Robert Agenot et Denis Prien, formés à l'université grégorienne de Rome. Donc là, ils ont leur formation intellectuelle, qui est encore une formation religieuse, mais qui est une forme, c'est plus Rome ville ouverte, c'est l'esprit à ciel ouvert. Et là, les deux évoluent, se posent des questions dans cette ambiance de Vatican II, savoir ce qu'ils vont devenir. Leurs valeurs sont en train de s'effriter, voire de se dégrader. Et on voit bien, puisque ta question c'était la question de la biographie, oui, c'est intéressant de dérouler le fil d'une des biographies, parce que tout d'un coup on voit que les fils vont s'enrouler avec l'autre, qu'il rencontre à Rome, mais avec lequel il ne va pas travailler. Donc je développe les deux biographies à ce moment-là. Puis après, je prends la biographie d'autres militants, dont on voit qu'ils sont souvent catholiques, de gauche, ou catholiques avec des valeurs d'ouverture. Et puis que lorsque Denis Prien est renvoyé du Sénégal de Léopold Sédar Senghor, parce que lui est en train de changer radicalement, d'oublier ses valeurs de référence, il est formé à l'université de Dakar, volontairement. Et là, il rencontre des profs qu'on va retrouver quelques années plus tard à Vincennes. Louis-Vincent Thomas, Pierre Fougerolas et d'autres, et qui vont finalement lui structurer l'esprit un peu différemment, lui apprendre la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie. Il va faire des études de terrain dans les quartiers de Dakar, et notamment dans les quartiers défavorisés, la Gueule tapée. Et là, il est confronté à des choses qu'il ignorait complètement en matière d'ethnologie, en matière de vie quotidienne, y compris la polygamie. Et il perd ses repères. Et à ce moment-là, il est, lui, renvoyé manu militari par un des pères supérieurs de la congrégation qui lui dit « rentre en France, c'est fini, il faut qu'on te reprenne en main, tu peux plus rester ici ». Et c'est là qu'il retrouve Robert Agenot, à la tête d'une revue missionnaire, une revue qui s'occupait de plein de congrégations missionnaires francophones, qui s'appelait Spiritus. On voit le lien avec Esprit. Il y a la revue Esprit, les missionnaires avaient créé une revue concurrente, Spiritus, et cette revue Spiritus, ils vont se retrouver à un moment à la diriger tous les deux.
et Robert Agenot étant un peu le directeur d'édition, et Denis Prien étant le secrétaire général, mais servant aussi à l'édition. Et à un moment, tous les deux se radicalisent, tous les deux se radicalisent ensemble, s'auto-radicalisent, hein, et tous les deux vont commencer une vie de couple aussi. Mais apparemment toléré. Toléré, d'après ce que vous voilà, votre accepté, travail, voilà. Est-ce qu'il en ressort? C'est pas l'objet du livre, mais c'est quand même intéressant comme remarque, comme observation, c'est qu'apparemment c'était toléré et par du moment qu'on n'en parlait pas. Voilà. Du moment qu'on ne s'affichait pas trop. Voilà. Donc Robert Agenot, lui, était discret, Denis Prien beaucoup moins. Et donc à un moment ça se complique aussi de ce point de vue-là, mais ça se complique surtout parce que dans les numéros de revue de la revue Spiritus qu'ils publient, il y a des articles là aussi de plus en plus radicaux. Ils vont publier un article d'un Africain, un missionnaire, un peu éloigné de la mission bien sûr, et qui s'appelle, grand titre, je crois que c'est Théophile Omenga si je ne me trompe pas, mais je me trompe peut-être, la mission, et qui se conclut par il n'y a pas d'autre solution que de renvoyer tous les missionnaires européens en Europe, qu'ils sortent d'Afrique et des autres continents. D'ailleurs, l'Europe en a besoin puisqu'elle est en pleine déchristianisation. Et donc, naturellement, cet article sur une tendance lourde et un petit peu le dernier déclic qui fait que la hiérarchie religieuse ne renouvelle pas le mandat de ces deux directeurs ou responsables de la revue Spiritus, Robert Agenot et Denis Prien, ils sont renvoyés. Et qu'est-ce qu'ils ont dans les mains? Rien. Et donc tous les deux mettent en branle une réflexion pour dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on sait faire. Et on sait très bien l'énorme difficulté du monde religieux sortant du carcan de l'Église, n'ayant rien dans les mains et devant trouver un recyclage, retrouver un espace professionnel. Dans l'évolution, notamment de Denis Prien, sa sortie de la foi, de l'Église et apparemment de la foi religieuse, oui, oui. Il y a une expérience dont vous n'avez pas parlé, mais qui me paraît, d'après le livre, importante, c'est l'expérience algérienne, à Oran. Et apparemment, il a beaucoup marqué, puisque, d'après ce que vous dites, il a gardé des contacts pratiquement... Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, avec des personnes qu'il avait rencontrées à Oran dans un foyer, le foyer Amitié. Voilà, Pied Noir ou Harki d'ailleurs. Ouais. Et en 62, en fait 61 exactement, Denis est appelé sous les drapeaux. Ouais. Et Denis Prien, et il est formé, formation d'infirmier, nommé au départ à Oran, alors c'est juste pour donner un peu de gaieté dans cet itinéraire, au BMQ. Alors quand la première fois qu'il m'a dit ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est que le BMQ? Il dit c'est le bordel militaire de campagne, là où les militaires allaient se ressourcer entre guillemets. Bon, ces horreurs qu'on n'imagine plus aujourd'hui, qu'on n'a plus envie d'imaginer. Mais donc finalement on l'affecte, on lui dit que c'est pas sa place, et on l'affecte à l'hôpital militaire d'Alger. D'Oran, pardon, l'hôpital militaire d'Oran. Et là, il est au cœur d'abord d'un des grands lieux d'affrontement. En 1962, Oran, c'est... il envoie les conséquences à l'hôpital. Oui. Il envoie les conséquences à l'hôpital, et puis il le voit tous les jours avec à la fois le monde harki, le monde des appelés, le monde de la hiérarchie militaire. Il ne me l'a jamais dit, mais j'ai l'impression de l'avoir compris, qu'il appartiendrait à ce moment-là à ce qu'on appelle le premier bureau. Vous savez qu'après le putsch des généraux, l'armée était très inquiète en ce qui concerne sa hiérarchie. Et donc, elle avait envie d'avoir des relais précis à l'intérieur des cadres de l'armée en poste pendant la guerre, de manière à, y compris le cas échéant, s'il y avait une nouvelle tentative de putsch, prendre les mesures adéquates. Et je soupçonne Denis Prien d'avoir fait partie, d'avoir été formé à cela. En tous les cas,
et j'en reproduis quelques éléments dans un volume d'annexe. Il a écrit des carnets qu'on peut lire au quotidien, que j'ai pu lire au quotidien, sur son vécu en guerre d'Algérie. Et oui, c'est un vrai facteur de déclenchement, parce que il est en... C'est la première fois qu'il se trouve dans un milieu civil, entre guillemets, Voilà. même qu'il soit militaire. Voilà, il est complètement plongé dans un milieu civil. Il est à la cathédrale d'Oran avec un évêque qui va être considéré comme un évêque pro-FLN. Il a un groupe qui s'appelle Amitié, dans lequel beaucoup de pieds noirs, que beaucoup de jeunes pieds noirs fréquentent, une sorte d'aumônerie, mais qui va s'ouvrir à d'autres profil, y compris qui va subsister après l'indépendance, avec des jeunes du FLN, etc. Et là, il rencontre des cultures différentes. C'est les Juifs d'Afrique du Nord, c'est les musulmans, ce sont les futurs harkis, c'est les appelés en rupture avec leur hiérarchie, avec leurs valeurs en guerre d'Algérie. Et donc oui, c'est un tremblement de terre pour lui. C'est un grand lieu d'observation, de réflexion. À l'époque du Sénégal, avant de rentrer en France, il a passé 3 mois à Oran. Oui, à chaque fois, il est retourné pendant de nombreuses années, plusieurs années de suite à Oran, retrouver ses proches, retrouver cette ambiance qu'il avait séduite, que décrit si bien Albert Camus, c'est-à-dire que même en guerre, finalement, les plages d'Oran, l'été, eh bien c'est le bonheur, c'est une douceur de vivre. L'espace d'un instant, on oublie qu'il y a la guerre. C'était des pieds noirs, d'après ce que vous dites, qui étaient d'origine espagnole, plutôt. Voilà. Donc Oran, c'est en partie une fondation espagnole. Oui. Et donc, oui, c'est cette ambiance qu'il a aimée, même en pleine guerre, qu'il a touchée et pour laquelle il a voulu travailler. Moi, je me souviens, dans les années 80, peut-être début des années 90, à l'Harmattan, la façon dont l'Harmattan avait sauté à pieds joints dans les querelles linguistiques sur les transcriptions du berbère, du kabyle, de la langue. Comment faire passer cette langue de la langue orale à l'écrit, et avec des querelles linguistiques qui étaient souvent aussi des querelles idéologiques, mais extrêmement conséquentes. Et l'Harmattan y a participé d'ailleurs en accueillant tout le monde, en accueillant la contradiction. Et c'est un peu finalement le fil conducteur de cette maison d'édition parfois. Bon, il n'en reste pas moins que quand on lit le livre, on a l'impression qu'il y a 2 livres. Il y en a un qui porte donc sur la maison d'édition, la deuxième partie, et une première partie qui est extrêmement intéressante sur l'évolution ou la désagrégation du catholicisme et du militantisme catholique, y compris le militantisme de gauche dans les années 70-80, en partant de la biographie de l'un des 2 cofondateurs de l'Harmattan. Alors, c'est une question personnelle pour vous lancer dans ce travail d'historien, mais aussi d'ethnologue, pratiquement, dans ce milieu-là. Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous avez une culture catholique initiale, ou est-ce que c'était un monde tout à fait nouveau? Non, j'ai une petite culture religieuse, et donc j'ai fréquenté des catholiques de gauche, des chrétiens de gauche, jeunes, c'est vrai, mais j'avais tout à apprendre. C'est-à-dire que l'un des défis pour moi de ce livre, outre essayer de comprendre les logiques de décolonisation, 68, mais il y a de beaux livres sur 68 qui m'ont permis d'étayer aussi le discours. Mais l'histoire religieuse, pour moi, c'était vraiment une grande inconnue. Et l'histoire religieuse du XXe siècle, c'était le plus grand défi que j'ai eu à relever dans cet ouvrage, d'essayer d'être attentif, sérieux, sensible à comment ces parcours-là évoluent. Comment cette catholicité viscérale, fondamentale, en l'occurrence rurale,
se désagrègent, mais on a dans l'entourage de la création de l'Harmattan des urbains aussi qui vont réfléchir, et on voit par exemple cette communauté de Saint-Mandé qui est pas une communauté de vie complètement, mais une communauté de réflexion avec un pasteur, avec Denis Prien, avec un polytechnicien et avec plein de jeunes. Et cette communauté de Saint-Mandé va complètement déconstruire le catholicisme, le christianisme, lors de réunions très régulières, profondes, etc. Et pour certains, dont Denis Prien, mettre en valeur tous les préceptes de 68. C'est-à-dire que ils sont complètement bousculés, il y a peut-être eu une forme de retard à vivre, de rattrapage. Et donc oui, c'est vrai que pour moi, c'était des notions très étrangères. C'était un défi, en somme. Ah, c'était vraiment un défi. C'est-à-dire une préparation préalable. Voilà, moi je connais un petit peu le Brésil, les relations internationales, le Mexique, l'Amérique latine, ouais. Un petit peu l'Europe ex-communiste, parce qu'après, quand j'étais prof à Strasbourg, il a fallu que je travaille sur ce domaine-là pour appartenir au cercle de recherche où j'étais inséré. Mais là, non, je ne connaissais rien. Et donc, c'était une notion... Donc, ça supposait aussi des connaissances théologiques, puisque tous deux ont été formés. Oui, parce que, quand même, ils étaient dans la congrégation qui a longtemps été dirigée par Monseigneur Lefebvre. Oui. Pas n'importe laquelle. Monseigneur Lefebvre qui a été l'un des grands opposants à Vatican II. Ouais. Et donc, voilà... Denis Prien raconte que quand il était à Rome, il a dû soigner Monseigneur Lefebvre et qu'il aurait bien rajouté quelques piqûres en plus, mais voilà, il était à cette époque-là complètement respectueux de la hiérarchie, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que l'Harmattan, comme Cartala, comme Sepia aussi... Cartala était moins marquée puisqu'elle est née après, par cette origine. Mais ils ont quand même... voilà... Cartala a des collections aussi bien en relais des recherches africanistes de Sciences Po, des recherches pointues, etc., que des collections d'histoire religieuse ou d'histoire des missionnaires. Et l'Harmattan a effectivement plus ouvert le paysage mondial, peut-être que Cartala, et en tous les cas, continuer lui aussi à publier des ouvrages religieux. Enfin, l'une des grandes fiertés des deux fondateurs, Robert Hagenot et Denis Prien, c'est d'avoir publié un premier ouvrage qui était sur un prêtre en rupture d'église, mais qui restait catholique. Et, ah oui, un prêtre breton. Oui. Un prêtre breton, voilà. Recteur avec un très bel article du Monde. Voilà, avec un très bel article du Monde, mais qui participe, le Monde aussi, de cette ambiance catholique de gauche. Et une dernière question, je crois qu'on arrive au bout du temps qui nous a été imparti. Vous avez beaucoup travaillé avec la famille de Denis Prien, qui est, je dirais, une famille catholique de base, qui suit le message de Pascal, quoi. Faites les gestes et le reste suivra. Comment est-ce que cette famille a vécu le détachement de Denis Prien de l'Église d'abord et de la religion ensuite? Alors je pense est-ce qu'eux sont restés catholiques de base? Alors je ne sais pas si le de base est bon, mais en tous les cas, pour la plupart, ils sont restés catholiques. Ils sont restés catholiques. Voilà. Et pour la plupart, ils ont quand même accompagné Denis Prien. Oui. Ça a été un choc parce que Denis Prien n'a pas donné beaucoup de nouvelles. Par exemple, en période de guerre d'Algérie, il a très peu écrit, sauf à son frère aîné. Il a très peu parlé avec sa mère. Mais la première fois qu'il revient dans le village familial avec sa compagne à la fin des années 60, c'est un choc. C'est-à-dire que on s'attendait à voir le prêtre, même en col romain, mais à voir le prêtre. Et on voit quelqu'un qui est en civil, en col roulé, comme on le voit sur ses couvertures souvent, et qui arrive avec sa compagne de vie. Et là, effectivement, c'est un choc. C'est un choc pour la famille, parce qu'il ne leur avait rien dit. Et en même temps, il y a une logique familiale qui va aller par-dessus tout ça. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, la famille est toujours solidaires, ceux qui sont restés dans le catholicisme, c'est-à-dire la plupart, comme ceux qui n'y sont plus. Donc je ne sais pas si le rapprochement est justifié, mais en lisant cette première partie et la description de ce milieu populaire
catholique, croyant, mais modeste, très modeste, du nord de la France. Ça m'a rappelé quelque part Annie Ernaux, enfin, quand elle parle de ses conditions familiales et qu'elle n'aurait pas dû être là où elle est aujourd'hui. Et c'est un parcours un peu aussi comme celui de Denis Prien. Le parcours d'Annie Ernaux est un parcours plus laïque. Oui, c'est un parcours en Haute-Normandie, oui. Mais effectivement, c'est le même parcours rural à partir de rien, où la question de la relation à la famille et du détachement progressif vis-à-vis des valeurs de la famille est un problème profond. Mais en même temps, un peu dans les deux cas, il y a quand même une forme de compréhension du milieu familial. Oui. On ne comprend pas l'évolution, mais on l'accepte. Très bien, on va rester sur cette note positive finalement. Et on se donne rendez-vous pour le tome 2. Peut-être. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.